Il y avait toujours ce fil étrange relié à l'arrière de ma tête et je sentais qu'il me vidait, qu'il aspirait quelque chose de fondamental. J'avais environ 27 ans. Période difficile de ma vie. J'avais perdu mon boulot, on vivait dans un appartement minable avec ma copine, on faisait de notre mieux, mais l'ambiance était lourde, étouffante. C'était ce genre de moment où tout semble bancal, où chaque jour est un peu plus flou que le précédent. Un soir, on regarde la télé comme d'habitude. Rien de spécial au départ. Mais très vite, je commence à remarquer quelque chose de bizarre avec les sous-titres. Ils avaient un rythme étrange. Comme s'ils réagissaient à ce que je disais, à voix haute ou même parfois à ce que je pensais à demi formulé. Au début, je me dis que je suis juste fatigué, trop tendu. Mais ma copine commence à le remarquer elle aussi. Elle me demande si c'est moi qui ai programmé quelque chose ou installé un truc. Je lui dis que non. On regarde, ensemble, ces lignes de texte défiler à l'écran, qui parfois semblent répondre à nos propres phrases. Ce n'étaient pas des phrases du film ou de la série. C'étaient des trucs du genre « c'est pas si mal, tu sais » ou « sérieusement. Tu penses encore à ça ?» Le moment où ça a vraiment basculé, c'est quand j'ai commencé à chercher s'il y avait un micro ou une caméra cachée dans la pièce. Derrière la télé, dans les murs, dans les prises. Et pendant que je fouille, les sous-titres apparaissent, tu cherches une caméra là, sérieux. Exactement ça. Mot pour mot. Mon sang s'est glacé. Elle aussi l'a vu. Aucun de nous n'a su quoi dire. On a passé la nuit à démonter la pièce, fouiller les moindres recoins. Rien. Pas de matériel, pas de branchement suspect, pas de logiciel installé. Juste cette télé, et des sous-titres qui semblaient vivants. Je rentrais chez moi en train un après-midi quand un vieil homme, assis une rangée devant moi, s'est retourné pour me demander le chemin de l'hôpital. Je lui ai indiqué à quel arrêt descendre. Quand son arrêt est arrivé, il s'est levé pour partir, mais avant de sortir, il s'est retourné et m'a dit « Merci, on se revoit plus tard ». Je lui ai répondu « Pas de souci », mais il a répété « On se revoit plus tard » en me regardant droit dans les yeux. J'ai dit « Oui, à plus » et il est descendu du train, marchant lentement avec sa canne. J'ai trouvé ça un peu étrange qu'il insiste autant sur le fait qu'on allait se revoir, mais bon. Le truc flippant, c'est que quand je suis descendu du train et arrivé à la gare routière, environ 5 minutes après être monté dans mon bus, j'ai entendu une voix qui ressemblait à celle du vieil homme. J'ai regardé par la fenêtre du bus et, sans surprise, il était là à la gare routière. Même vêtements, même chapeau, même canne. Je suis certain que c'était lui, mais vu sa façon de marcher et les itinéraires disponibles à ce moment-là, je n'ai aucune idée de comment il a pu arriver à la gare routière en même temps que moi. Il n'y a aucun bus reliant l'hôpital à cette gare, et mon train était le seul à être récemment arrivé à cet endroit. Aujourd'hui, en vidant mes poches, j'ai trouvé des coquillages dans la petite poche de ma montre de mon jean. Je collectionne les pierres et les cristaux, et de temps en temps, je ramasse un joli coquillage. Je vais à l'école près du littoral, et il m'est arrivé quelques rares fois de ramener un coquillage chez moi, même si je pense qu'ils devraient rester dans leur habitat naturel. Cela dit, je n'ai plus cours depuis presque 2 mois, et je ne suis pas allé à la plage depuis près de 4 mois. Ces 2 coquillages sont très simples, rien de particulier qui m'aurait poussé à les prendre. J'ai lavé ce pantalon hier, en vérifiant bien toutes les poches avant de le mettre à la machine. J'ai même vérifié cette poche ce matin pour y mettre autre chose, et elle était vide. Je ne comprends vraiment pas comment ces 2 coquillages ont pu se retrouver là, ni d'où ils viennent. Mon ami et moi avons vu une duplication de nos amis, mais ce n'était pas elle. Nous avons vu 2 versions de nos amis en même temps, puis elles ont disparu. C'est un peu difficile à résumer clairement, alors je vais simplement raconter les faits, car j'aimerais vraiment comprendre ce qui s'est passé ou savoir si quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire.
Quand j'étais au lycée, nous étions un groupe de 4 amis, moi, R, T et S. Après les cours, on se retrouvait souvent au petit commerce près de l'école où j'étais, dont la maison était toute proche. Sa mère, qui l'élevait seule, travaillait tard, donc on avait souvent la maison pour nous. Un jour, R et moi étions ensemble et ne trouvions pas T et S au magasin. On a donc décidé d'aller directement chez T, en se disant qu'elles étaient sûrement déjà là-bas. T vivait dans une maison mitoyenne, avec une cour fermée à l'arrière, entourée de hautes clôtures et accessible uniquement par la porte d'entrée. Les jardins des voisins fermaient complètement l'espace. Alors qu'on remontait la rue, on a vu la maison de T au loin, et devant la porte, T et S essayaient d'insérer une clé dans la serrure. On s'est regardé, R et moi, un peu surpris, puis on a crié leur nom et fait des signes de la main. T et S se sont regardés brièvement, ont inséré rapidement la clé, et sont rentrés en courant. On est resté bouche bée, trouvant ça vraiment bizarre, voire impoli. Alors on a couru jusqu'à la maison et on a frappé à la porte, pensant qu'elle nous faisait une blague. 2 minutes plus tard, on voit T et S arriver tranquillement en marchant dans la rue. Quand elles sont arrivées, on s'est mis à les engueuler, persuadés qu'elles jouaient un jeu. Mais elles étaient totalement perdues et ne comprenaient pas. On leur a donc expliqué ce qu'on avait vu. Elles ont insisté que ce n'était pas elles, et T a commencé à paniquer sérieusement, au point de se mettre à pleurer, convaincue que quelqu'un était entré chez elle. Elle a appelé sa mère, qui lui a dit qu'elle s'inquiétait pour rien. Finalement, on est tous entrés ensemble dans la maison. On est allé jusqu'à la cuisine, on a pris des couteaux, vraiment idiots, et on a fouillé la maison de fond en comble. Il n'y avait absolument personne. On était tous terrifiés. Ce qu'on a vu, c'était bien T et S, aucune erreur possible. 2 lycéennes en uniforme, T est noire et S est rousse. On ne pouvait pas se tromper. Et une fois qu'elles étaient entrées, elles n'auraient pas pu ressortir sans repasser par la porte d'entrée, ce qu'on aurait vu. On n'a parlé que de ça pendant des jours. Je suis persuadé que leur réaction était sincère. Ce n'était pas une blague. C'était comme si on avait vu leur double, puis qu'ils s'étaient volatilisés. Rien que d'y penser, j'en ai encore des frissons. C'est quelque chose qui m'est arrivé, avec un ami, sur une plage dans le sud de la France il y a quelques années, et ça continue de nous troubler aujourd'hui. Je suis très curieux de savoir si d'autres personnes ont vécu quelque chose de similaire. On était assis sur un banc près de la plage. L'endroit est assez animé en journée, mais la nuit, c'est très calme, presque désert. Comme on aime le faire les week-ends ou pendant les vacances, on traînait tranquillement en regardant la mer, avec quelques lumières de la ville encore allumées pas très loin, en fumant. Il était environ minuit, et à un moment donné, on a vu passer 2 personnes. Ça ressemblait à un père d'une quarantaine d'années avec sa fille d'environ 10 ans. On se souvient tous les deux très clairement de ce qu'ils ont dit en passant devant nous. La fille, joyeuse, a dit qu'elle voulait des churros, et le père lui a répondu qu'elle avait déjà mangé il n'y a pas longtemps. On a trouvé ça un peu étrange, surtout à cette heure-là, c'est rare de voir des gens ici à minuit, encore plus une gamine qui veut des churros alors que tout est évidemment fermé, mais bon, rien de très inquiétant. On a continué à fumer et à discuter. Vers 1h du matin, soit 1 heure plus tard, le même père et la même fille sont repassés devant nous. Ce qui nous a un peu glacés, c'est qu'ils ont répété exactement la même chose que la première fois. La fille qui veut des churros, et le père qui lui répond mot pour mot qu'elle a déjà mangé. On s'est dit que c'était peut-être des touristes qui aiment marcher la nuit. C'est un peu étrange pour une enfant de cet âge, mais bon, pourquoi pas. Mais ce qui nous a complètement fait flipper, c'est que la même scène s'est répétée encore 1 heure plus tard, vers 2h du matin. Exactement les mêmes mots, la même intonation, le même comportement. À ce moment-là, mon ami et moi étions glacés. On a hésité à les suivre ou à leur parler, mais mon ami a eu très peur. Il s'est mis à penser que c'était peut-être des fantômes et qu'on ne devait surtout pas les déranger. Finalement, on est rentré chez nous, et depuis ce jour-là, on n'est plus jamais retourné traîner à cet endroit. Contrairement à mon ami, je ne crois pas vraiment aux fantômes. Du coup, je suis vraiment curieux d'avoir vos théories.
Peut-être que c'était quelque chose de complètement normal, mais le fait que les paroles soient exactement les mêmes et que ce père se promène avec sa fille si tard dans la nuit, ça reste super étrange pour moi. J'aimerais aussi beaucoup savoir si certains d'entre vous ont déjà vécu une expérience similaire. C'est à peu près la seule chose, bizarre, ou un peu glitch, qui me soit arrivée dans ma vie, alors si quelqu'un a ressenti ou vu quelque chose de comparable, ce serait rassurant de ne pas être les seuls. Je suis vraiment stupéfait. Ce que je vais raconter vient tout juste de se produire, quelques instants avant que je commence à écrire, et je ne sais toujours pas quoi en penser. J'étais en train de manger un morceau de pizza, une collation d'avant d'aller dormir, rien d'inhabituel. Je me tenais debout devant mon bureau, en train de mâcher tranquillement, quand un petit bout s'est détaché et a commencé à tomber par terre. Juste avant de toucher le sol, il a simplement disparu. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Il a clignoté, ou a été supprimé, ou peu importe l'image qu'on veut utiliser. Le truc était là, et l'instant d'après, alors qu'il allait toucher la moquette, il a comme disparu de la réalité. Oui, mon sol est propre. Et oui, j'ai fouillé toute ma chambre, pas seulement autour du bureau. Il n'y avait pas la moindre trace d'huile ou de tache sur le tapis à l'endroit où il aurait dû atterrir, et pourtant ça aurait été très visible s'il y avait eu quoi que ce soit. Ce qui est encore plus étrange, c'est que j'ai ressenti comme une décharge dans mon corps ou une sensation très désagréable au moment exact où c'est arrivé. Je pourrais facilement dire que c'est une réaction à ce que j'ai vu, et c'est peut-être bien le cas, mais j'ai juré avoir ressenti ce choc exactement au moment où le morceau de pizza a disparu, pas juste après, comme une conséquence. Je ne sais pas si ça a du sens, mais c'est ce que mon cerveau a réussi à analyser dans les quelques minutes qui ont suivi. Là, je vais aller dormir. Peut-être que je suis juste fatigué ou idiot et que le bout de pizza va réapparaître quelque part sur la moquette, que je l'aurais simplement manqué. Mais franchement, je ne pense pas. Je roulais sur l'autoroute il y a un été ou deux, en écoutant la radio, et je passais près de l'aéroport. J'ai vu le ciel glitcher, et pendant une seconde, un arc-en-ciel est apparu juste devant moi, légèrement à gauche du pare-brise. Le temps de tourner la tête pour le regarder, il avait disparu. À sa place, un avion de ligne est soudainement apparu dans le ciel, en train de s'approcher de la route pour atterrir, comme s'il avait été collé là d'un coup. Il y a plusieurs années, j'avais une cigarette électronique. Je l'avais posée sur la table à côté de mon fauteuil. Je tends la main pour la reprendre, et elle n'est plus là. J'ai retourné tout le salon, renversé les meubles, fouillé les autres pièces, déplacé des appareils électroménagers, alors que je savais très bien qu'elle ne pouvait pas se trouver là. Le sol était en carrelage, j'aurais entendu si elle était tombée. Elle a littéralement disparu de la table entre deux bouffées. J'ai déménagé depuis, tout emballé, tout vendu ou donné, et je ne l'ai jamais retrouvée. Un jour, j'ai vu l'un de nos chats marcher vers la porte de ma chambre. J'ai cru que je l'avais laissée entr'ouverte, mais il avait littéralement disparu en marchant dedans. En vérifiant, la porte était parfaitement fermée. Au printemps dernier, mon ex et moi avons vu un oiseau figé dans les airs, à quelques mètres du sol. Immobile, comme suspendu. Il y a quelques mois, j'étais au travail, je buvais mon café en regardant par la fenêtre. J'observais le paysage en face, et l'arbre planté près de la route s'est mis à ressembler à de la neige télé, comme un écran brouillé. Ça a duré une fraction de seconde, puis l'arbre est redevenu normal. Ce n'était même pas le même arbre pendant ce court instant. Un autre type de feuille, une autre forme. Et puis il est redevenu comme avant. Un peu plus tard, la même chose est arrivée à un gobelet posé sur ma table basse. Le gobelet, et uniquement lui, s'est mis à vibrer comme s'il était brouillé, puis est redevenu normal. Et un soir, j'ai vu le même effet dans un coin du salon, juste au-dessus et à gauche de la télévision. Et puis il y a quelque chose que je n'ai pas vu se produire, mais qui était tout simplement impossible. Un commerce entier est apparu en l'espace d'un week-end. Je prenais la route pour aller travailler, et je suis passé devant un bâtiment qui n'existait pas le vendredi.
C'était une sorte de grand entrepôt pour l'aménagement extérieur, avec des clôtures, des portails, du matériel déjà en vente, et tout avait l'air prêt depuis plusieurs jours. Mais il est impossible qu'ils aient rasé le terrain, coulé une dalle, posé un parking, raccordé l'eau et l'électricité, construit le bâtiment, fait les finitions et installé les produits en un week-end. Ça m'a tellement perturbé que j'ai fait demi-tour pour le regarder à nouveau. Je prends cette route depuis des années. Il y avait aussi cette maison sur mon trajet quotidien. Elle a changé de couleur. J'ai cru qu'il l'avait repeinte. Je me suis arrêté pour vérifier. La peinture était vieille, écaillée. J'ai demandé à un homme qui était dans la cour quand ils avaient fait les travaux. Il m'a regardé comme si j'étais fou. En rentrant, j'ai demandé à mon colocataire de quelle couleur était cette maison. Il m'a répondu rouge. Je lui ai dit qu'elle était bleue. Il m'a demandé quand il l'avait repeinte. Je lui ai répondu qu'il ne l'avait pas fait. Elle était bleue, avec de la peinture qui s'écaillait, et le type m'avait dit qu'elle avait toujours été comme ça. Cela m'est arrivé il y a quelques années. Je faisais du vélo pour aller au travail, comme d'habitude. J'étais à un passage piéton, en train d'attendre pour traverser, quand j'ai entendu des pneus crisser. J'étais sur mon téléphone, mais j'ai levé la tête à temps pour voir un pick-up rouge griller un feu rouge et percuter une BMW noire sur l'arrière, côté conducteur. La BMW a tournoyé violemment et a presque décollé du sol. Une roue s'est détachée et a été projetée dans un parking, heurtant une autre voiture. Le pick-up, dévié de sa trajectoire, a foncé vers le trottoir et a percuté un lampadaire. Heureusement, les 3 personnes qui s'y trouvaient ont eu le temps de s'enfuir avant l'impact. Le choc était extrêmement violent, bruyant, et il y avait des débris partout. Pourtant, à part l'alarme d'une voiture endommagée dans le parking, tout le monde était silencieux. J'ai regardé autour de moi les visages figés dans la stupeur. Avant que mes réflexes de MT, je m'étais inscrit à une formation quelques mois plus tôt, ne prennent le dessus. J'ai immédiatement sorti mon téléphone pour appeler le 911. J'ai dit aux gens d'aller vérifier l'état du conducteur mais de ne surtout pas le déplacer. J'ai donné à l'opératrice tout ce que j'avais vu avec le plus de détails possible. Quand un homme a crié qu'il y avait un bébé dans la BMW, j'ai senti mon cœur se tordre de peur et de tristesse. Mais je suis resté calme et j'ai levé les yeux pour chercher les noms des rues. Et c'est là que tout a changé. Il n'y avait plus rien. Aucun accident, aucun débris, juste une rue normale et banale. L'opératrice a dû entendre l'étonnement dans ma voix. Je crois que j'ai murmuré quelque chose comme « Mais qu'est-ce que ?» Et je lui ai expliqué que je devais m'être trompé, qu'il n'y avait en fait aucun accident. Elle m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que oui, juste un peu confus, et je me suis excusé. Et juste avant de raccrocher, l'accident s'est produit. Exactement comme je l'avais vu. Tous les détails étaient identiques. Voire plus nets, puisque cette fois je l'ai vu entièrement. L'opératrice a dû entendre le fracas à travers le téléphone et m'a demandé s'il y avait eu un accident de voiture à l'instant. J'ai dit oui, et elle a envoyé immédiatement la police. Je suis resté en ligne avec elle pendant quelques minutes, tous les deux complètement perdus, ne comprenant pas ce qu'il venait de se passer. On a fini par laisser tomber, faute de mieux. Je ne crois pas au surnaturel, et j'aurais sans doute mis ça sur le compte d'une hallucination ou d'un souvenir flou, si je n'avais pas eu cet appel de 5 minutes enregistré dans l'historique de mon téléphone. Je me sens un peu folle rien qu'en postant ça, mais j'ai vraiment besoin de vider mon sac, et faire penser que je suis folle à des inconnus sur Internet me semble moins grave que si c'était mes proches qui le pensaient. En gros, les acrocordons, ou squintags, sont fréquents dans ma famille. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des sortes de petites excroissances couleur peau qui pendent un peu. Elles peuvent être assez grosses, mais les miennes sont minuscules, plus petites que la pointe d'un stylo. J'en ai un sous le sein, un entre les deux, et 2 sur le cou. Je les ai depuis pratiquement toujours. Ceux sur mon cou ont toujours été du côté droit. Je les touche souvent machinalement en passant mes doigts dessus, ou je les pince doucement entre 2 doigts pendant que je regarde la télé ou lis un livre.
Vous voyez le genre, un geste automatique. Il y a quelques semaines, je me suis réveillé avec une douleur du côté droit du cou, à l'endroit exact de ces deux acrocordons. Ma bretelle de débardeur avait appuyé dessus toute la nuit. Je m'en souviens bien, j'en ai même parlé à mon mari, en lui disant qu'il fallait que je pense à prendre rendez-vous pour les faire enlever, je dis ça depuis des années. Je lui ai demandé de regarder, il m'a dit que c'était un peu rouge et que les petites boules étaient toujours là. Bref, un échange tout à fait banal sur ces choses que j'ai depuis quasiment toute ma vie. Depuis que ça fait mal, j'ai recommencé à les tripoter encore plus. Et puis, il y a quelques jours, je lève la main pour les toucher et ils ne sont plus là. J'étais occupé sur le moment, alors je me suis dit que j'avais du mal visé. Mais le soir venu, je retente, et je constate que la zone est complètement lisse. J'ai pensé que peut-être je les avais tellement manipulés qu'ils avaient un peu gonflé ou qu'ils n'avaient plus leur forme normale. Je ne savais pas trop quoi penser. Je suis très rigoureuse avec ma routine de soins du visage, matin et soir, et je descends toujours jusqu'à la poitrine. Et là, en appliquant ma crème sur le cou, je remarque deux acrocordons, du côté gauche. Exactement à l'endroit où ils étaient à droite avant. J'étais sous le choc. Si ça avait été là avant, je l'aurais remarqué, je me passe mes produits dessus tous les jours, plusieurs fois. J'ai immédiatement attrapé mon miroir grossissant et j'ai inspecté les deux côtés. Et pendant une seconde, j'ai douté de moi-même. Peut-être que je me souvenais mal ? Alors j'ai essayé de les toucher avec ma main gauche, comme si j'étais habitué à ce geste, et ça ne collait pas du tout. Vous savez, quand on fait quelque chose de manière automatique, et qu'on essaie soudainement de le faire avec l'autre main, et que tout semble à l'envers. C'était exactement cette sensation-là. J'ai même dû tourner un peu mon corps pour essayer de positionner ma main droite comme avant. Ce n'était pas une illusion. Je suis sûr que d'autres ont vécu des choses encore plus étranges, et je suis sûr que certains vont lire ça en pensant que je suis stupide ou que j'ai perdu la tête. Honnêtement, peut-être que c'est le cas. Je n'en sais rien. J'ai un peu plus de 30 ans, je suis marié à un ingénieur, j'ai 3 enfants, je suis scientifique de métier, donc, très sceptique de nature, j'ai une maison, bref, une vie tout à fait normale. Mais ça m'a profondément secoué. Je ne bois pas, je ne prends pas de drogue. Je suis sous traitement pour l'épilepsie et pour un problème cardiaque, mais aucun de ces médicaments n'a d'effet secondaire de type confusion mentale ou hallucination. J'ai aussi vérifié tous mes produits de soins. Aucun d'eux n'a la capacité de faire disparaître des acrocordons. Ils ne peuvent être retirés que par ligature, congélation ou ablation. Ce n'est donc pas mes soins qui auraient pu les faire partir. La seule explication que je pourrais envisager, ce serait une grosse crise d'épilepsie. Chaque fois que j'en ai fait une par le passé, j'avais de gros trous de mémoire. Mais je n'en ai pas eu depuis au moins 5 ans. Et surtout, il n'y a aucun signe. Normalement, je me mords la langue, je tombe, je me blesse, je me luxe une épaule, je perds le contrôle de ma vessie, je vomis de manière incontrôlable, et je suis en souffrance pendant des jours. Là, rien de tout ça. Alors, je ne sais pas. Mais je sais ce que je ressens, et c'est extrêmement perturbant. Il y a 2 jours, je me suis réveillé, je suis allé dans la salle de bain et j'ai remarqué dans le miroir qu'il me manquait une boucle d'oreille. C'était un petit clou diamanté, que je portais dans le même trou que ma boucle créole. J'ai dit à mon mari, « Oh, j'ai perdu une de mes boucles d'oreille », et quand on est retourné dans la chambre, j'ai ajouté, « Elle est sûrement quelque part dans la couette, les 2 parties. Tu peux garder l'œil ouvert s'il te plaît ?» Il m'a répondu oui, bien sûr. La nuit précédente, on avait dormi sous la couette, mais cette nuit-là, à cause de la chaleur, on a dormi dessus, avec seulement les couvertures. Le matin suivant, je me lève, je me prépare pour la journée, je devais aller chez le dentiste. Je me regarde dans le miroir et je me dis, mince, j'ai toujours pas retrouvé cette boucle, je vais avoir l'air bizarre avec une seule. Mais je n'avais pas le temps de la chercher, alors j'ai continué ma journée bien occupée, et je me suis couché le soir, encore une fois sans avoir pensé à la boucle. Ce matin, je me réveille, je vais dans la salle de bain et là,
surprise, la boucle est de retour dans mon oreille. J'en revenais pas, parce que je ne l'avais ni cherché ni retrouvé. Décontenancé, je vais voir mon mari et je lui dis, « Tu te souviens, hein? Je t'ai dit 2 fois que j'avais perdu ma boucle d'oreille ?» Et il me confirme, oui, il s'en souvient très bien. Il me dit aussi qu'il ne l'a pas retrouvée ni remise dans mon oreille. Et il faut savoir que j'ai déjà des créoles dans ces trous, donc quand j'ai mis les clous diamantés, c'était un peu compliqué de faire tenir les fermoirs. J'ai dû le faire devant un miroir en tirant mes oreilles vers l'avant. Je n'ai jamais fait de somnambulisme, et je suis quasiment certaine que je ne pourrais pas faire un truc aussi délicat en dormant. La boucle ne pouvait pas, toujours avoir été là, il n'y avait aucun endroit où elle aurait pu se cacher. Désolé si ça semble léger comparé à d'autres histoires, mais pour moi c'est complètement incompréhensible. Je l'ai vue absente pendant 2 jours entiers. Et comme la remettre était assez délicat, je m'en serais forcément souvenu. Je n'ai pas fouillé le lit non plus, puisque j'ai dormi dessus et pas dans les draps, et si j'avais retrouvé les 2 morceaux, je m'en rappellerais sans aucun doute. Il y a quelques semaines, j'ai vécu un moment totalement choquant, ce que beaucoup appellent un bug dans la matrice. Depuis, ça me tourne dans la tête sans arrêt. J'en ai parlé à mon fils et il m'a regardé comme si j'étais folle, alors je me suis dit que j'allais plutôt partager ça ici, avec des gens qui pourraient comprendre. Un mercredi soir, je me suis préparé un sandwich au poulet. J'ai chauffé un filet de poulet pané dans la friteuse à air, j'ai fait griller mon petit pain, ajouté un peu de laitue croquante, et le meilleur pour la fin, une tonne de mayo. Quand j'ai ouvert le pot de mayonnaise, il était presque vide. J'ai gratté ce que je pouvais avec une spatule fine, puis j'ai jeté le pot vide et attrapé un pot neuf dans le placard. En l'ouvrant, j'ai essayé de déchirer l'opercule cartonné avec les dents, mais comme j'ai des problèmes dentaires en ce moment, ça m'a fait mal. Je me suis dit, espèce d'idiote, fais attention à tes dents. Alors j'ai pris un couteau à steak, je l'ai planté au centre de l'opercule et je l'ai tiré vers le bord. Je l'ai soulevé avec la lame, mais l'opercule ne s'est pas détaché d'un seul coup, j'ai dû enlever le reste avec les doigts. J'ai étalé généreusement la mayo sur mon sandwich, nettoyé le plan de travail, et je me suis régalé. Miam. Le lendemain, jeudi soir, mon fils veut des bâtonnets de poisson. Je n'ai pas de sauce tartare, mais pas de souci, je vais en préparer moi-même. Je vais dans le frigo pour prendre le pot de mayo presque plein, mais impossible de le trouver. Je me dis, non, dis-moi pas que j'ai été assez distraite pour le ranger dans le placard au lieu du frigo. Je vérifie dans le placard, et bingo, le pot est posé là. Super, quel gâchis. Ce pot était neuf. En plus, les bâtonnets sont déjà dans la friteuse. Je me dis bon, je vais au moins regarder l'état de la mayo. Peut-être que ce n'est pas trop grave. J'ouvre le pot. Il est scellé. Je suis là, face à un pot de mayonnaise jamais ouvert. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je repasse la scène de la veille dans ma tête en accéléré. J'ai vidé un pot. J'ai pris un pot neuf dans le placard. Je me souviens très nettement de la douleur dans ma dent quand j'ai tenté d'enlever le couvercle avec les dents, et du moment où j'ai changé de méthode. Je me souviens m'être mis un peu de mayo sur la main en arrachant le bout de l'opercule, et de l'avoir léché. Et pourtant, je suis devant un pot scellé. Je me dis que peut-être j'ai juste mal rangé les choses. Je cherche un autre pot, ouvert cette fois, dans le frigo. Rien. Je me décide à fouiller les poubelles. Et là, je retrouve l'opercule arraché. Et là, j'ai eu un vertige. Je le prends, je le compare avec le pot scellé. Même imprimé. Je fouille encore et je tombe sur le pot vide. Je reste figé. Tout est là, le pot vide, le couvercle déchiré, mais à côté de moi, le seul pot que j'ai, il est encore neuf, jamais ouvert. Je ne laisse jamais d'opercule en place. C'est une obsession chez moi, je dois toujours retirer entièrement le couvercle. Donc ce n'est pas possible que ce soit un vieux bout d'opercule arraché récemment. Ce morceau-là, dans la poubelle, vient forcément du pot que j'ai maintenant sous les yeux mais il est intact. J'ai même pris une photo, pour vérifier que je ne devenais pas folle.
Et la photo montre bien ce que j'ai vu. Je ne peux pas expliquer ça. Et pour tout dire, ce n'est pas la seule chose étrange récemment. Il y a quelques mois, mon fils a eu un grave accident de voiture. Il va s'en sortir, mais il a passé 2 semaines à l'hôpital, a encore besoin d'une opération. Il est en vie, et je suis reconnaissante. Mais parfois, j'ai cette sensation oppressante, comme si, quelque part, dans un autre monde, il n'avait pas survécu. Comme si j'avais basculé dans un autre scénario, un autre fil de réalité. Et cette histoire de Mayo, aussi absurde que ça puisse paraître, semble appartenir à cette même logique étrange. Je ne sais pas si c'est l'histoire la plus intéressante ou la plus étrange qui me soit arrivée, mais en tout cas, ça a vraiment perturbé les personnes concernées pendant un bon moment. C'était il y a environ 2 ans, autour de Noël. Il devait être à peu près 22h30. À l'époque, je sortais avec une fille qui habitait à la campagne, dans une toute petite ville. Moins de 2000 habitants. Elle travaillait à environ 45 minutes de route et ne conduisait pas, donc c'est moi qui allais la chercher quand elle finissait le travail. Le trajet était simple. Même s'il y avait pas mal de virages et de montées, il suffisait de suivre la route. Seulement 3 virages pour faire l'aller-retour. Je l'ai donc récupérée et on était en train de rentrer. À un moment donné, on doit traverser une base militaire. Il y a une très grosse montée juste avant. Alors qu'on était en train de monter cette colline, j'ai regardé sur la gauche et j'ai vu une maison avec des décorations de Noël. Ma première pensée a été, c'est bizarre qu'il y ait des décorations dans la base. Puis j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de maison sur la base, du moins aucune visible depuis la route. Et cette maison était vraiment étrange. Elle avait l'air complètement abandonnée, envahie par la végétation. Des herbes hautes, des vignes, des arbres qui semblaient bloquer l'entrée. Elle était juste derrière une clôture grillagée, à peut-être 1 ou 2 mètres à peine du porche. La clôture faisait bien 1,80 m de haut, sans portail. J'ai attiré l'attention de ma copine sur cette maison, et elle a trouvé ça bizarre elle aussi. On est arrivé en haut de la colline et on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout à proximité de la base. On était sur une petite route de campagne, à plusieurs kilomètres de là où on était censé être. Quand on est rentré, on en a parlé à des amis. Leur première réaction a été de dire qu'on avait sûrement pris un mauvais tournant. Le lendemain, en plein jour, on a refait le trajet pour comprendre ce qui s'était passé. Et en fait, ce n'était tout simplement pas possible. Pour qu'on se retrouve sur cette route de campagne, il aurait fallu tourner 5 bons kilomètres plus tôt. Et cette route-là n'a pas du tout la grosse montée qui mène normalement à la base. Je suis sûr de ne pas m'être trompé. Comme je l'ai dit, c'est un trajet très simple. Et le virage vers la base est facile à repérer, surtout la nuit, parce qu'il y a un vieux bâtiment à l'angle avec une lumière bleue super vive. Le chemin qu'on aurait dû prendre pour se retrouver là où on était, lui, n'a aucun éclairage. Je n'étais pas fatigué ni dans la lune. Ce trajet est connu pour avoir beaucoup de cerfs qui traversent la route, donc il faut rester vigilant. Et dans la base, la limite de vitesse est basse et il faut aussi faire attention aux autres conducteurs, surtout avec les virages en aveugle dans la montée. En bref, je n'ai pas lâché la route des yeux une seule seconde. Et pourtant, on s'est retrouvé ailleurs. Et je ne sais toujours pas comment ni pourquoi. Il y a quelques mois, je suis parti au Japon. C'était un voyage que j'attendais depuis longtemps, une véritable aventure que je savais inoubliable. Chaque jour, surtout à Tokyo, je prenais les trains. C'était devenu presque un rituel. Les métros étaient ponctuels, silencieux, et toujours remplis d'une foule aussi pressée que disciplinée. Un jour, alors que je me trouvais dans le métro de Tokyo, je ne me souviens plus exactement de la station ni de ma destination, j'ai vu un homme monter à bord. Il était de type caucasien, un peu plus petit que moi, légèrement dégarni, et portait un polo bordeaux. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il ressemblait énormément à mon ancien professeur de piano du lycée. C'était peut-être pour ça que je l'ai remarqué parmi tant d'autres visages.
Il est monté dans la rame, a tourné à gauche immédiatement après être entré, et a marché dans ma direction pour passer derrière moi. Je n'y ai pas prêté plus d'attention à ce moment-là. Mais 2 stations plus loin, à peine 5 minutes après, les portes se sont de nouveau ouvertes, laissant entrer et sortir les passagers comme d'habitude. Et là, quelque chose d'étrange s'est produit. Un autre homme est monté. Ou plutôt, le même. Exactement le même. Même taille, même allure, même polo bordeaux, même calvitie naissante. Il est entré par la même porte, au même angle, a tourné exactement de la même manière, et cette fois, il a croisé mon regard. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose d'indescriptible. Il avait l'air choqué. Comme s'il venait de voir un fantôme. Peut-être qu'il m'avait déjà vu. Peut-être qu'il m'avait déjà vu, lui. À cet instant, une sensation étrange m'a envahi, comme si le temps avait fait une boucle. Je n'arrive pas à me sortir cette histoire de la tête. Ça me rend fou. La semaine dernière, je préparais du riz pour le dîner, accompagné de porc. J'ai réalisé que le riz mettrait environ 20 minutes à cuire, alors que le porc, lui, prendrait 45 minutes. L'eau pour le riz bouillait déjà. Je mets le porc au four, j'éteins le feu sous la casserole de riz, j'enlève le couvercle et je le pose juste à côté, parfaitement ajusté à la taille de la casserole. Ensuite, je m'installe avec mon téléphone pour faire les mots croisés. 10 minutes à tuer pour que tout soit prêt en même temps. Rien d'inhabituel jusque-là. Quand je relève les yeux vers le feu, quelque chose cloche immédiatement. Le couvercle posé sur la casserole n'est plus le même. Il est clairement plus grand. C'est un de ceux que j'utilise pour une marmite beaucoup plus large. Et le petit couvercle, celui qui allait parfaitement avec cette casserole, a disparu. Totalement. J'ai d'abord pensé que j'avais dû me tromper dès le départ, que j'avais imaginé utiliser le bon couvercle alors qu'en fait non. Mais j'étais sûr de moi. Je me souviens très précisément avoir posé le petit couvercle juste à côté de la casserole, sur le plan de travail. Il était là. Et maintenant, non seulement il a disparu, mais en plus, j'ai 2 couvercles identiques pour ma grande marmite. Ce n'était jamais le cas avant. J'ai retourné toute ma cuisine depuis. J'ai fouillé chaque tiroir, chaque étagère, chaque coin où un couvercle aurait pu tomber ou être rangé par erreur. Rien. Le petit couvercle a tout bonnement cessé d'exister. J'en ai parlé à ma famille, pensant que quelqu'un l'avait peut-être déplacé ou utilisé. Mais non. Eux aussi trouvent ça étrange. Personne ne se souvient d'avoir vu 2 grands couvercles dans la maison. Jamais. Je lançais une balle en l'air, une de ces balles anti-stress, molle et pas du tout rebondissante. À un moment, elle m'a échappé des mains et elle est tombée au sol. Je me penche pour la ramasser, mais elle n'était plus là. Littéralement. Disparue. Je me suis mis à chercher partout dans ma chambre. Sous le lit, entre les meubles, dans les coins, sous les vêtements. Rien. J'ai refait le tour, encore et encore, en me disant que ça n'avait aucun sens. La balle ne pouvait pas juste s'évaporer. Mon frère, qui était là, a lancé une blague, imagine elle est tombée dans la bouche d'aération? Juste pour rire. On s'est regardé, on a haussé les épaules et on est allé vérifier, en se disant que c'était absurde. Et là, on a figé. La balle était là. Dans la bouche d'aération. Bien calée à l'intérieur. Le problème, c'est que cette bouche d'aération était complètement fermée. La grille était vissée, rien ne pouvait y passer, encore moins une balle molle qui n'avait même pas rebondi. Aucun de nous n'y avait touché. On était ensemble tout le long. Aucun bruit, aucun mouvement suspect. Rien. Alors comment? Comment une balle non rebondissante a pu se retrouver dans un espace fermé, inaccessible, sans qu'on ne la pousse, ne la lance ni ne la fasse tomber dans un angle improbable? Je me suis même demandé si elle était passée à travers le sol. Si quelque chose, pendant une fraction de seconde, avait cessé de suivre les lois normales.
si la matière avait cédé ou si la réalité avait vacillé. Un soir, je retournais au travail après ma pause déjeuner. Comme à mon habitude, je prends les escaliers pour monter les 2 étages qui mènent à mon bureau. Mais ce soir-là, 2 collègues entraient dans le bâtiment au même moment. Par réflexe, et pour continuer la conversation, j'ai décidé de monter avec eux dans l'ascenseur. Rien d'inhabituel jusque-là. On entre, on appuie sur le bouton de notre étage, et l'ascenseur démarre. On sent nettement la cabine monter. Pas de doute. Quelques secondes plus tard, les portes s'ouvrent, et nous sortons tous les 3. On commence à marcher, discutant à moitié, chacun dans ses pensées. Puis, soudain, on s'arrête. Tous en même temps. Quelque chose cloche. On se regarde. Le silence s'installe. Autour de nous, ce n'est pas notre étage. Ce n'est pas l'endroit habituel où on sort de l'ascenseur. C'est le hall d'entrée. Le même endroit d'où nous venions à peine de partir. Mais il n'y a eu aucun arrêt entre-temps. Aucun mouvement de descente. Et pourtant, nous sommes exactement là où nous avons commencé. Ce n'était pas une erreur de bouton. Nous avions tous vu le chiffre s'allumer. Nous avions senti l'ascenseur monter. Il n'y avait eu aucun sursaut, aucun retour en arrière. Juste cette sensation glaciale qui nous a tous figés, comme si la logique venait de s'effondrer d'un seul coup. Aucun de nous n'a réussi à prononcer une phrase cohérente. Juste des regards hébétés et quelques murmures, du genre « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Depuis ce jour, on ne prend plus l'ascenseur. On monte les escaliers. Systématiquement. Ça s'est passé dans le tout premier appartement que je partageais avec mon ex, il y a environ 7 ans. Et même après tout ce temps, cette histoire continue de me hanter. Je n'ai jamais trouvé la moindre explication rationnelle à ce qu'on a vécu. Ce jour-là, on était parti faire quelques courses. Rien d'extraordinaire, les trucs habituels, de quoi tenir la semaine. En faisant le tour du magasin, mon ex m'a fait remarquer que le curcuma frais était en promotion. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment cuisiné, alors on en a pris un, juste par curiosité. On finit nos achats, on rentre à l'appartement et on commence à ranger les courses. Mais au moment de tout mettre en place, je remarque un truc étrange, impossible de retrouver le curcuma. On fouille les sacs, on vide tout sur la table, rien. On descend même jusqu'à la voiture, pensant qu'il a pu rouler sous un siège ou tomber entre 2 sacs. Toujours rien. On finit par se dire qu'il a dû glisser hors du chariot au magasin, ou qu'on l'a laissé à la caisse sans faire attention. C'était bizarre, mais on passe à autre chose. Sauf que, quelques mois plus tard, on revient d'une autre virée de course. On monte l'escalier, je sors mes clés, j'ouvre la porte comme d'habitude. Mais à peine la porte entr'ouverte, je remarque un truc bouger, juste là, sur le cadre. Un petit mouvement furtif, à peine visible, mais qui attire aussitôt mon attention. J'ouvre la porte en grand et là, devant nous deux, on le voit. Le curcuma. Le même qu'on avait acheté des mois plus tôt. Il tombe littéralement du cadre de la porte, comme s'il en sortait, comme s'il avait été logé dedans. On reste figé. On le ramasse, on le regarde. Il est en parfait état. Même couleur, même taille, aucune trace de moisissure ou de décomposition. Comme s'il venait tout juste d'être acheté. On s'est regardé sans savoir quoi dire. Aucun mot n'aurait pu rendre la situation moins absurde. On a vérifié le cadre, la porte, tout. Il n'y avait rien qui permettait de cacher quoi que ce soit là-dedans. Aucun espace, aucune fente. Et surtout, pourquoi ça aurait attendu plusieurs mois pour ressortir soudainement? Comme si cet objet, ce simple morceau de racine, avait été mis sur pause dans une sorte de faille, hors du temps, avant de nous revenir. J'ai fait un rêve à propos d'une collègue. Elle adorait les chiens, elle me demandait toujours des photos de mon berger allemand et de mon labrador quand on discutait au travail.
C'était devenu un petit rituel entre nous, une manière douce de briser la routine des journées trop longues. Dans ce rêve, elle était assise sur un canapé, en pleurs. Mon labrador, qui est extrêmement sensible aux émotions humaines, s'est approché d'elle, exactement comme elle le fait dans la vraie vie. C'est un chien qui ressent tout. Elle ne peut pas ignorer la tristesse. Dans le rêve, elle est allée se poser contre ma collègue, la tête posée sur ses genoux, calmement, comme pour lui dire « je suis là ». Ma collègue a levé les yeux vers moi, le regard embué, et a dit « merci de me l'avoir partagé ». Grâce à elle, je me sens mieux par rapport à tout ça. Je me suis réveillé avec un nœud au ventre, incapable de me sortir son visage de l'esprit. Il y avait quelque chose de trop réel, trop clair dans ce rêve. Et le lendemain, en arrivant au travail, j'ai compris pourquoi. On m'a annoncé qu'elle était décédée la nuit précédente. Elle avait trébuché en haut de ses escaliers. C'était brutal. Inattendu. Tout le monde était sous le choc. Depuis, je n'arrive pas à oublier ce rêve. Il me hante, parce qu'il ne ressemblait pas aux rêves habituels. Il n'était pas flou, pas illogique. Il avait une texture de réalité, une sensation presque tangible. Et surtout, ce qu'elle avait dit. Je me sens mieux à propos de tout ça. Comme si elle était venue me voir une dernière fois, comme si mon labrador lui avait offert, à travers moi, un moment de réconfort dans la transition. Quand j'étais petit, ma famille passait souvent du temps chez mes grands-parents. Ils avaient une piscine dans le jardin, un vrai paradis pour les enfants pendant l'été. Ce jour-là, comme d'habitude, les adultes étaient installés sur la véranda en train de manger pendant que nous, les enfants, pataugions dans l'eau, riant et criant sous le soleil. J'avais 8 ans. Et à 8 ans, j'étais téméraire. Arrogant, même. Je savais qu'on n'avait pas encore le droit d'aller dans le grand bassin, mais j'ai décidé de le faire quand même. Par défi. J'ai nagé discrètement vers le fond profond, sûr de moi, et j'ai plongé tout droit vers le bas. Je me suis senti invincible en touchant le carrelage du fond avec ma main. Mais en remontant, quelque chose a changé. Mon besoin d'air s'est imposé beaucoup plus vite que je ne l'avais prévu. C'était brutal, comme si le temps s'était accéléré. Mes poumons ont commencé à brûler. À moins d'un demi-mètre de la surface, j'ai pensé, je dois respirer, maintenant. Et alors, j'ai respiré sous l'eau. Ce qui aurait dû être une catastrophe, un réflexe fatal, s'est transformé en un moment étrange. Ce n'était pas de l'eau que j'aspirais. Pas de panique, pas de toux, pas de suffocation. Juste une inspiration. Comme si j'étais dans l'air. J'ai émergé, un peu désorienté, j'ai essayé de tousser, de cracher l'eau que j'aurais dû avoir dans les poumons, mais rien n'est sorti. Sur le moment, je n'ai pas trop réfléchi. À cet âge-là, tout semble encore possible, même les choses qui n'ont pas de sens. Mais aujourd'hui, en y repensant, je réalise à quel point ce moment était anormal. C'est comme si, pendant une fraction de seconde, les lois physiques qui régissent notre monde avaient cédé, juste pour moi. Comme si quelque chose avait veillé à ce que je survive, sans que personne ne le voie. Je ne sais toujours pas ce qui s'est vraiment passé. Une nuit, alors que j'étais adolescent, je me suis levé pour aller aux toilettes. En sortant dans le couloir, j'ai jeté un coup d'œil en bas de l'escalier, par simple réflexe. Et c'est là que je l'ai vu. Mon frère, qui avait 14 ans à l'époque, traversait le couloir du bas, d'une pièce à l'autre. Je l'ai immédiatement reconnu. Il avait à ce moment-là les cheveux un peu longs, une démarche bien à lui, et il portait son jean large typique du milieu des années 2000. Il marchait dans le noir, sans lumière, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Et ça m'a frappé, pourquoi était-il debout si tard, dans ses vêtements de la journée, errant dans le noir? Ce n'était pas dans ses habitudes. Mais bon, j'ai haussé les épaules, mis ça de côté, et suis allé aux toilettes sans chercher plus loin. Le lendemain matin, je lui ai demandé ce qu'il faisait dans le couloir pendant la nuit. Il m'a regardé, confus, et m'a répondu qu'il n'était jamais descendu.
Il avait dormi toute la nuit, sans interruption. Et il ne s'est jamais levé. Je lui ai même demandé s'il avait pu marcher dans son sommeil, mais il n'a jamais eu d'antécédent de somnambulisme. Et honnêtement, on était tous les deux plutôt sages. On était scolarisés à la maison, on se disait tout, et on ne jouait pas à se cacher des choses. L'idée qu'il ait pu me mentir à propos de quelque chose d'aussi banal ne tenait pas. Et même aujourd'hui, il nie l'avoir fait. Il a 28 ans, il n'aurait aucun intérêt à maintenir un mensonge aussi vieux et anodin. Alors qui ai-je vu cette nuit-là ? Je faisais des rêves vraiment intenses. Chaque nuit, le rêve reprenait exactement là où celui de la veille s'était arrêté. Ils étaient si réalistes que j'en ai parlé à mes parents. J'aurais vraiment dû les noter dans un carnet de rêves, avec les dates. Quelques semaines plus tard, j'étais à un concert et j'ai commencé à ressentir une forte impression de déjà-vu. C'était comme si mes rêves se déroulaient devant mes yeux. Je me suis tourné vers mon pote et je lui ai dit « Je suis déjà venu ici, mec. » Sérieusement, dans 5 à 10 minutes, une fille blonde va passer près de nous en pleurant parce qu'elle a perdu ses amis dans la foule. Je vais la rassurer, elle va rester un peu avec nous le temps de se calmer, puis elle s'en ira. 5 minutes plus tard, c'est exactement ce qui s'est produit. Elle ressemblait trait pour trait à la fille de mes rêves. Les mots que j'ai prononcés, je les avais déjà entendus dans mes rêves. Elle est restée quelques minutes, s'est calmée, puis elle est repartie dans la foule et a disparu. Mon pote, qui a tout vu, était complètement retourné par ce qui venait d'arriver. Il m'a demandé si on pouvait quitter le concert plus tôt. Depuis, j'ai encore des impressions de déjà-vu toutes les quelques jours, mais je n'ai plus jamais réussi à prédire un événement avec autant de précision. Je ne sais pas si je crois aux pouvoirs spéciaux, mais ce moment-là a changé ma vision du monde. Je pense qu'il y a un bug dans mon programme de rêve qui me permet de voir l'avenir. Même si ça ne semble pas effrayant au premier abord, je peux t'assurer que sur le moment, c'était vraiment flippant. J'avais 8 ans et j'aidais ma mère à travailler dans le jardin. On faisait les plantations de printemps dans les parterres de fleurs autour de la maison. À un moment, je suis rentré pour aller aux toilettes, et pour y accéder, je devais traverser le salon. Je suis donc entré dans le salon par la cuisine. J'ai levé les yeux et, de l'autre côté de la pièce, assise sur le canapé, j'ai vu ma sœur. Elle portait son uniforme scolaire et regardait dans ma direction, sans vraiment me regarder. Elle n'a pas dit un mot. Rien de vraiment étrange jusque-là, non ? Ce qui rend ça bizarre ? Ma sœur était à des centaines de kilomètres, en internat. Elle n'était pas en train de planter des fleurs avec nous, et certainement pas assise au bord du canapé en me fixant d'un air vide. Mon petit moi de 8 ans a fait demi-tour sans demander son reste et s'est enfermé dans les toilettes jusqu'à ce que je trouve le courage de repasser par là pour retourner aider à planter des hostas. Je marchais dehors à 2 heures du matin, les yeux rivés sur mon téléphone, de la musique dans les oreilles. J'étais complètement ailleurs. J'allais traverser une rue et j'ai jeté un rapide coup d'œil pour voir s'il y avait une voiture qui arrivait. Je me suis trompé de côté et je n'ai même pas vraiment vérifié si le feu était vert ou non. En plein milieu de la route, une voiture se retrouve à 1 mètre de moi. Tout ce que je vois, ce sont ses phares éblouissants juste sous mes genoux, et j'entends son klaxon hurler à travers ma musique. Une fraction de seconde passe. Je me crispe, prêt à encaisser le choc, et je perds presque l'équilibre. Mais au lieu de me faire heurter, je rouvre les yeux et me retrouve debout à environ 3 mètres du bord de la route. La musique a changé, le feu pour les voitures est vert et je vois les feux arrière d'une voiture solitaire s'éloigner au loin. Mon cœur bat à tout rompre et je dois m'asseoir quelques instants pour reprendre mes esprits. En rentrant chez moi, je commence à lire des articles sur les expériences de mort imminente, et je tombe sur une théorie appelée l'immortalité quantique. Je ne sais pas si ça m'a aidé ou empiré les choses, mais l'idée, c'est que si tu meurs dans un univers parallèle, ta conscience continue dans celui où tu as survécu. Ce qui m'a le plus bouleversé, ce n'est pas tant la peur d'avoir pu mourir, mais l'idée que, dans un autre univers, ma mère ait dû m'enterrer.
Quand ma mère m'a appelé pour m'annoncer que mon grand-père était mort, j'ai cru qu'elle avait dit « Papa est mort ». Et « Papa », c'est le surnom que j'ai toujours donné à mon père. J'ai éclaté en sanglots, complètement dévasté, pensant que je venais de perdre mon père sans avoir eu le temps de lui dire au revoir. Ce n'est qu'après quelques minutes, au milieu de mes larmes, que j'ai compris qu'elle parlait de son propre père, mon grand-père. J'étais tellement gêné d'avoir mal compris que je n'ai rien osé lui dire sur le moment. Plus tard, j'ai appelé mon père et je lui ai raconté la scène. Il a ri. Il m'a dit que ce n'était pas la première fois qu'un mot mal entendu changeait tout un moment. Sa voix m'avait apaisé ce jour-là, comme toujours. Mais 3 semaines plus tard, il est vraiment mort. Soudainement. Et une partie de moi n'a jamais pu s'empêcher de penser que ce malentendu avait été une sorte d'avertissement, un pressentiment étrange, presque comme si l'univers essayait de m'habituer à l'idée de le perdre. Ce qui est encore plus étrange, c'est que j'ai l'impression de l'avoir perdu 2 fois. La première fois, quand j'ai cru qu'il était parti, et la seconde, quand il l'a vraiment été. Depuis, je vis avec ce sentiment bizarre que tout cela n'est peut-être qu'une mauvaise farce, un malentendu encore plus grand, et qu'un jour, quelqu'un va m'appeler pour me dire qu'il y a eu erreur, qu'il est vivant, qu'il m'attend quelque part. Mais ce jour n'arrive jamais. En 6e, j'ai voulu appeler ma mère pour lui dire que mon père allait nous déposer, ma petite sœur et moi, chez elle. Mes parents étaient divorcés et c'était un de ces allers-retours habituels entre les 2 maisons. Quand elle a décroché, j'ai dit simplement « Maman », comme je le faisais toujours. Mais ce que j'ai entendu en retour m'a surprise. Elle a répondu d'une voix paniquée « Mon prénom ? C'est toi ?» Un peu déconcerté, j'ai dit oui. Elle m'a demandé où j'étais. J'ai répondu calmement « Chez papa. On va arriver bientôt. Je voulais juste te prévenir. Je t'aime, maman. » Mais au lieu de se détendre, elle est devenue encore plus agitée. Elle m'a dit « Qui est papa ? Où es-tu ? Est-ce que tu vas bien ?» Je ne comprenais pas pourquoi elle agissait comme ça. Alors j'ai juste répété « Maman, je vais bien. Tout va bien, je t'aime, on se voit dans quelques minutes. » Elle a essayé de me garder au téléphone, mais je ne voyais pas pourquoi. Alors j'ai raccroché. Quelques heures plus tard, la police est venue parler à mon père. Il a reçu un appel aussi. Finalement, on a compris, j'avais composé un mauvais numéro sans m'en rendre compte. La femme que j'avais appelée avait une fille qui portait exactement le même prénom que moi, et cette fille avait disparu quelque temps auparavant. Heureusement, tout a été clarifié rapidement. Ils ont compris que j'étais juste une enfant qui avait composé le mauvais numéro. Mais je n'ai jamais pu m'empêcher de penser que ce n'était pas un hasard. Que ce moment, cette voix paniquée, cette confusion étrange, c'était peut-être sa fille, quelque part, qui essayait de faire passer un dernier message à sa mère. Peut-être que ma voix, au mauvais numéro, c'était ce qu'il lui fallait pour entendre une dernière fois « Maman, je t'aime ». Et depuis, parfois, je repense à cette femme et je me demande si, pendant un instant, elle a cru que sa fille était revenue. J'ai fait un rêve étrange. Un ancien ami, quelqu'un que je n'avais ni vu ni contacté depuis environ 2 ans, y était mort. Dans le rêve, j'assistais à ses funérailles. Tout était flou mais chargé d'émotions, comme si j'y étais vraiment. Je me suis réveillé avec une drôle de sensation dans la poitrine, ce genre de poids qu'on ressent parfois sans savoir pourquoi. J'ai pensé, c'est bizarre, juste comme ça, sans trop y accorder d'importance. Mais par curiosité, j'ai décidé d'aller voir son profil Facebook, juste pour avoir de ses nouvelles, voir s'il avait posté quelque chose récemment. C'est là que j'ai vu les messages. Les appels à l'aide, les partages de sa photo, les commentaires inquiets. Il avait disparu quelques jours plus tôt. Pas de signe, pas d'explication. Juste, parti. Et soudain, ce rêve n'était plus juste un rêve. C'était devenu un écho troublant de quelque chose de réel, quelque chose qui était en train de se passer pendant que je dormais. Son corps n'a été retrouvé que plus d'1 an après. L'attente,
l'incertitude, la douleur de ses proches avaient duré bien au-delà de ce rêve. Mais pour moi, une part de cette histoire s'était déjà jouée dans mon sommeil. Et je ne sais toujours pas pourquoi. Est-ce que c'était une coïncidence? Une intuition étrange? Ou est-ce que, d'une manière que je ne comprendrai jamais, quelque chose en moi avait senti qu'il partait, comme un dernier passage silencieux entre deux mondes? Depuis, je ne regarde plus mes rêves tout à fait de la même façon. Parfois, quand je rêve et que je me réveille, je me réveille. Je sais que je suis dans un rêve. C'est pas une supposition, c'est une certitude absolue, calme, froide. Je sais que ce que je vois autour de moi n'est pas réel, mais malgré tout, je n'arrive pas à me réveiller. Et plus je comprends que je dois me réveiller, plus l'ambiance change. Pas brusquement. Rien ne saute, rien ne hurle. C'est plus insidieux. Comme une tension qui monte, comme si quelque chose me regardait à travers les murs. Comme si la pièce elle-même voulait m'engloutir. Et c'est ça qui fait peur. Rien ne bouge vraiment. Mais tout devient terriblement oppressant. Je sais que cet info réveille à des petits détails. Des choses absurdes mais subtiles. Mon mur paraît trop blanc, presque brillant, artificiel. Le sapin de Noël que je garde dans ma chambre pour une raison que je ne veux pas expliquer, ses lumières sont allumées, alors qu'elles ne devraient pas l'être. Il n'y a pas de fil. Pas de source. Juste, une lumière qui n'a pas le droit d'exister. C'est ça le vrai cauchemar. Ce qui est presque normal, mais pas tout à fait. Alors ça commence. Je me débat mentalement. J'essaie d'ouvrir les yeux. De bouger. Parfois je sens mon vrai corps, juste là, quelque part en dessous du rêve. J'arrive à me réveiller pendant une seconde, mais je retombe aussitôt. Je me réveille dans une autre chambre presque identique, et j'essaie encore. Et encore. Une sorte de purgatoire du sommeil, où la réalité semble juste hors de portée. Le plus dérangeant, c'est ce doute persistant. Et si je ne m'étais jamais vraiment réveillé? Et si cette pièce où je pense être enfin de retour, celle que je crois être la vraie, était juste une autre version de la prison? Un étage de plus dans cette tour de rêve où chaque porte mène à une autre fausse sortie? C'est dans ces moments-là que je me dis que les rêves les plus effrayants ne sont pas ceux remplis de monstres ou de cris. Ce sont ceux qui imitent le réel, un tout petit peu de travers. Ceux où le cauchemar, c'est d'être presque chez soi. C'était rien de particulièrement terrifiant, pas comme certains rêves ou histoires où tout semble hanté. Mais pour moi, à l'époque, c'était suffisant pour me donner la chair de poule. J'étais chez Burger King, en train de jouer dans leur aire de jeu. Tu sais, ces modules en plastique avec des tunnels, des escaliers, des virages trop serrés, un peu comme un labyrinthe suspendu pour enfants hyperactifs. Je me souviens très clairement d'un moment précis. J'étais dans un tunnel, rampant, avançant, m'amusant. Et puis, sans vraiment y réfléchir, j'ai commencé à tourner en rond. Littéralement. J'ai fait le tour du même tunnel 4 ou 5 fois, comme si j'étais coincé dans une boucle. Au début, je ne me posais pas de questions. J'étais un gamin de 9 ans, concentré sur l'instant. Mais à un moment, au beau milieu de mon 5e tour, je me suis figé. J'ai pensé, attends, pourquoi je tourne en rond? Il n'y avait pas de boucle ici. Je me suis arrêté, un peu confus. Puis j'ai continué à avancer, pensant que j'étais juste inattentif. Et soudain, au lieu de revenir à mon point de départ, j'ai émergé au sommet du module, comme si le tunnel menait en hauteur. Pas en cercle. Mais comment? Quelques instants plus tôt, j'étais littéralement en train de tourner sur moi-même dans un espace clos. Je me suis retourné, j'ai refait exactement le même chemin, encore une fois. Et j'ai encore émergé en haut. Comme si le passage que je venais de prendre avait changé d'architecture, comme si j'étais sorti d'une boucle sans fin. Une fois, avec mon ami, on est allé fouiller dans ma chambre où je garde tous mes vieux jouets, ceux qui ne servent plus à rien mais que je n'ai jamais vraiment eu le cœur de jeter.
On a trouvé un truc bizarre, une sorte de Furby, mais clairement bas de gamme. Il n'était pas mignon, pas amusant, pas vraiment réactif non plus. Il disait des phrases étranges, aléatoires, comme s'il comprenait ce qu'on lui disait, mais mal. Genre il écoutait, mais répondait n'importe quoi. Évidemment, comme deux idiots en manque de frissons, on a décidé de faire un jeu Charlie avec lui. Tu sais, les deux crayons croisés sur une feuille, un oui, un non, on pose une question et on attend qu'un crayon bouge, comme un mini Ouija pour gamins avec trop d'imagination. On pose la question, Charlie, es-tu là? Rien. Les crayons ne bougent pas, silence. Et puis, le faux Furby, celui qui ne servait à rien, s'est mis à crépiter, à faire des bruits déformés. Comme un son étouffé, électrique, comme s'il voulait parler mais qu'il n'y arrivait pas. Il tremblait un peu. Ses yeux clignotaient, puis s'éteignaient, puis se rallumaient. Ce n'était pas un bug classique. C'était trop chaotique. On a hurlé. L'un de nous a pleuré direct. On a couru hors de la chambre et appelé mon père, paniqué, en larmes, comme si le jouet allait nous suivre. Il est monté, a pris le jouet dans les mains avec cet air calme de parents qui pensent qu'on a juste trop d'imagination. Il l'a retourné, a ouvert le compartiment à piles, et a dit qu'il fallait sûrement changer les batteries. Sauf qu'il n'y avait pas de piles. Et le truc avait clairement fonctionné. Fait du bruit, allumé ses yeux et avait répondu. Il y a quelques années, ma femme et moi étions en voiture avec mes parents. Rien de spécial, juste une journée ordinaire, une discussion tranquille. Mon père, au volant, faisait ce qu'il fait souvent, taper légèrement sur le volant comme s'il jouait de la batterie, en fredonnant de temps en temps une mélodie. Ce jour-là, il répétait les premières notes de Down Under de Men at Work. Il le faisait sans trop y penser, l'air un peu dans la tête, comme un fond sonore personnel. Ça a duré peut-être 10 minutes, par petits bouts, jusqu'à ce que ma mère lui demande en riant « C'est quoi, cette chanson que tu arrêtes pas de chantonner ?» Et lui, avec son sourire malicieux, a simplement entonné le refrain. On a tous ri. C'était léger, un moment sans importance. Mais ça a changé de ton peu après. Quelques minutes plus tard, mon père a tendu la main vers la radio. Juste à ce moment-là, j'ai eu une sensation très étrange. Pas une pensée, pas une impression, c'était comme une certitude soudaine, immédiate. Alors j'ai dit, sans trop réfléchir, je te parie que Down Under va passer. Tout le monde m'a regardé, mi-amusé, mi-incrédule. Mon père a tourné le bouton. Première station, autre chose. Il tourne encore. Deuxième station. Down Under. En plein milieu de la chanson. Comme si la voiture, la radio, le moment entier avait entendu notre conversation et décidé de jouer le jeu. Quand j'avais 13 ans, j'avais un aquarium de 13 gallons posé sur une étagère fixée au mur de ma chambre. C'était un truc spécial, pas juste un objet de déco. Mon père et moi l'avions installé ensemble peu de temps avant qu'il ne meure. C'est même la dernière chose qu'on ait faite ensemble. Il m'avait acheté des petits requins à pointe rouge, parce que les requins étaient mes animaux préférés. Il m'avait dit en souriant qu'ils n'étaient pas vraiment des requins, mais qu'ils étaient proches, assez pour faire illusion. C'était notre compromis. Notre moment. Peu de temps après sa mort, un matin, je me réveille et je remarque que quelque chose cloche. Je regarde l'aquarium, et là, il est complètement vide. Pas une goutte d'eau. Pas une trace d'humidité. Le gravier et les plantes en plastique étaient toujours là, posés au fond, à sec. Les poissons, évidemment, étaient morts. Mais ce qui m'a marqué, ce n'est pas juste leur absence de vie, c'est le fait que l'aquarium ne semblait même pas avoir contenu de l'eau. Aucune trace sur les parois, rien d'humide autour, rien qui aurait pu indiquer une fuite ou un débordement. Juste un vide total. Comme si l'eau n'avait jamais existé. Je le savais pourtant, cet aquarium, je l'avais nettoyé plusieurs fois. Et je savais combien de temps ça prenait à sécher,
même après l'avoir vidé complètement. J'avais déjà épongé des coins, laissé le couvercle ouvert, attendu 2 ou 3 jours pour qu'il soit vraiment sec. Mais là, en une seule nuit, il était comme neuf, comme un objet jamais utilisé. J'ai retourné les cailloux, déplacé les plantes en plastique, vérifié le sol, le mur, même les coins du meuble. C'était comme si l'eau s'était évaporée sans laisser la moindre preuve de son passage. Je traversais simplement, comme tous les jours, sur ce passage piéton que je connaissais par cœur. Je regardais bien des 2 côtés, j'étais certain que la voie était libre, et pourtant, je n'ai pas vu la voiture. Elle m'a percuté si violemment que j'ai à peine eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait. Mon corps a volé, mon crâne a heurté quelque chose de dur, puis plus rien. Juste du noir. Quand j'ai repris conscience, j'étais déjà à l'hôpital. Mon corps était un champ de douleur, chaque respiration tirait quelque part, chaque mouvement déclenchait une vague de souffrance. Ce qui m'inquiétait le plus pourtant, c'était cette douleur sourde à l'arrière de mon crâne. Les médecins avaient fait passer tous les examens possibles, scanner, IRM, électroencéphalogramme. Rien. Aucune trace, aucun traumatisme visible, rien qui justifie cette douleur lancinante. Et pourtant elle était bien là, constante, parfois si intense que j'avais envie de vomir. Je suis resté presque une semaine à l'hôpital, coincé dans ce lit blanc, à me tordre parfois de douleur sans comprendre pourquoi. La nuit, c'était pire. Chaque fois que je réussissais à m'endormir, je faisais le même rêve, exactement le même, comme si quelque chose cherchait à me montrer une vérité que je refusais de voir. Dans ce rêve, je flottais dans un vide gris, sans lumière, sans bruit, sans matière. Mon propre corps était là, suspendu dans cet espace sans fin, et je me voyais de l'extérieur, comme si mon esprit avait quitté la chair. Il y avait toujours ce fil étrange relié à l'arrière de ma tête, noir, organique, presque vivant. Il s'enfonçait dans l'obscurité du vide sans que je puisse voir où il allait. Je sentais qu'il me vidait, qu'il aspirait quelque chose de fondamental. Et puis cette voix arrivait, grave, lente, résonnante. Elle me disait de ne pas laisser faire, que mon énergie était en train d'être volée, qu'il ne me restait plus beaucoup de temps avant que mon corps physique ne meure. Je me réveillais toujours juste après, en sueur, le cœur battant, la douleur encore plus forte à l'arrière du crâne. Mais un jour, j'ai décidé d'agir. Je savais exactement ce qui allait arriver dans le rêve, alors cette fois, je n'ai pas attendu que la voix me parle. J'ai dirigé mon esprit vers mon corps, je me suis rapproché lentement de ce fil noir, et j'ai tendu la main. Le contact était gluant, presque brûlant. J'ai tiré. Avec toute la volonté qu'il me restait, j'ai arraché ce fil de l'arrière de mon crâne. Un liquide noir, visqueux, a commencé à couler, et le fil s'est rétracté dans le néant. Juste après, il y a eu une lumière aveuglante, si intense qu'elle m'a englouti entièrement. Tout est devenu blanc. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans ma chambre d'hôpital. Le soleil entrait doucement par la fenêtre. Je me suis redressé d'un coup. Pour la première fois depuis l'accident, je n'avais plus mal à la tête. C'était comme si le poids avait disparu, comme si quelque chose avait été nettoyé en moi. Mais quand j'ai tourné la tête et regardé mon oreiller, j'ai vu des gouttes noires. Elles étaient épaisses, presque huileuses, posées là, sur le tissu blanc. Personne n'a su me dire ce que c'était. Les infirmiers n'ont pas compris, les médecins ont parlé de saignement nasal, de réaction à un médicament, mais je savais que ce n'était pas ça. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais ressenti cette douleur. Je ne fais plus non plus ce rêve, comme si j'avais fermé une porte ou brisé un lien qui m'empêchait de guérir. Mais quelque chose en moi a changé. Je ne marche plus de la même façon, pas seulement à cause de l'impact. C'est comme si mon corps n'était plus vraiment seul à me porter. Je sens autre chose, un équilibre invisible. Je suis persuadé que nous avons un monde spirituel. Un espace où notre conscience peut voyager, où elle peut réparer ce que la matière seule ne peut soigner. Je pense que nos anciens savaient déjà tout cela. Ils comprenaient le lien entre le corps, l'âme et l'énergie. Moi, je ne l'ai compris que dans la douleur, mais je ne l'oublierai jamais.
Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.